Madame, Monsieur, bonsoir. Le rapport Mapping fait encore parler de lui. Les investigations menées par les experts des Nations Unies aboutiront un jour par des procès des présumés coupables. Depuis Paris, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit ce qu'il pense de ce rapport. La présidence de la CENI n'est pas l'apanage de seules les confessions religieuses, les organisations féminines de droits des femmes, l'éducation civique et électorale. Toutes faisant partie de la société civile s'alignent, elles aussi, dans la course pour diriger cette institution d'appui à la démocratie. Il existe des violences dans l'Église aussi, et pourtant, c'est un lieu de paix. Une structure vient de voir le jour pour mettre fin à cette forme de violence au sein de l'Église. Madame, Messieurs, c'était le sommaire de 20h. Bonsoir et bienvenue à tous. Le rapport Mapping fait parler encore de lui. Les investigations menées par les experts des Nations Unies aboutiront un jour par des procès des présumés coupables. Depuis Paris, en France, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit ce qu'il pense de ce rapport. Le président de la République a réagi au micro de Giscard Koussema. Nous reviendrons avec images à l'appui au cours de nos prochaines éditions. Tous les services de sécurité et de défense sont appelés à œuvrer pour le rétablissement de la paix et l'autorité en Ituri. L'appel est lancé ce mardi par le gouverneur de cette province, le lieutenant-général Luboya Kashima John, lors de sa deuxième réunion de sécurité. Oscar Mbalkaïch nous en parle. La réunion hebdomadaire des conjonctures économiques de ce mercredi 19 mai qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a mis l'accent sur le rôle que joue le secteur informel sur l'économie, surtout pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Au cours de cette réunion, il a été également constaté que les prix des produits céréaliers à l'international étaient revus à la baisse la semaine dernière, pendant qu'à l'interne, il continue de prendre l'ascenseur. Le Premier ministre a demandé que le ministre de l'économie fasse un contrôle de la structure des prix. Cette rencontre des ministres sectoriels avec les chefs du gouvernement s'est penchée aussi sur l'accord signé avec la Banque mondiale en rapport avec le projet Kinelenda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord, de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Les taux élevés des exonérations, les maintiens de la stabilité macroéconomique ont été passés au peigne fin lors de cette rencontre. La valeur des exonérations est très élevée, qui se chiffre plus ou moins à 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations, de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Le taux est à 1 $ pour 1988 francs congolais et au niveau parallèle, 1 $ pour 2021 francs congolais. Le chef de l'exécutif a donc donné les instructions à la Banque centrale pour que le pacte de stabilité macroéconomique soit strictement respecté. Des décisions importantes ont été prises lors de cette troisième réunion de conjoncture économique, et ce, pour la relance de l'économie nationale et l'amélioration du social des Congolais. C'était la traditionnelle réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'hôtel du gouvernement. Nous allons revenir sur cet appel lancé par le gouverneur de la province de l'Ituri à tous les services de sécurité et de défense qui sont appelés à œuvrer pour le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État dans cette province. Dans sa communication au service de sécurité et de défense, le gouverneur de la province de l'Ituri a tenu à rappeler au comité provincial de sécurité d'assumer leurs responsabilités régaliennes sans faille pour la réussite de la mission lui dévolue dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rétablir la sécurité et de garantir le bien-être de la population iturienne. Par la même occasion, le lieutenant général Luboya Kashima Johnny a appelé le groupe armé à se préparer à déposer
déposer les armes et adhérer au programme d'EDRC. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FRDC à Ituri. De manière particulière, une lutte acharnée sera menée contre le bandit en main armée qui devront répondre de leurs actes devant la justice militaire où ils subiront les sanctions exemplaires. Dans les situations exceptionnelles, le mesure exceptionnel. Enfin, le premier citoyen de la province a donné les instructions claires au commandant de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour maintenir la discipline et sanctionner sévèrement tout manquement à la loi et au règlement militaire conformément aux règles d'engagement et les comportements avant, pendant et après les opérations. Signalons qu'au cours de cette réunion, l'état de lieu de la province a été présenté tour à tour par les différents services de défense et de sécurité de la justice militaire et civile, ainsi que les maires de la ville de Bunia, dont la situation générale demeure sous contrôle des forces armées. Et dans la province du Nord Kivu, les humanitaires sont appelés eux aussi à travailler comme par le passé. Ils ont reçu les assurances du gouverneur de cette province, le lieutenant-général Constant Dima, au cours d'un échange. Les acteurs humanitaires sont invités à poursuivre leurs activités sans relâche sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. L'appel a été lancé par le gouverneur, le lieutenant-général Constant Dima, au cours d'une audience qu'il a accordée à l'ensemble de la communauté humanitaire ce mardi 18 mai 2021 au gouvernorat du Nord Kivu. Pour la nouvelle autorité provinciale et son adjoint, subvenir aux besoins élémentaires des populations en souffrance demeure une nécessité. D'où un appel à la poursuite des opérations humanitaires. Disons que cet appel du gouverneur des provinces a été bien accueilli par ses interlocuteurs. Ces derniers se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe de l'exécutif provincial du Nord Kivu, comme le confirme Diego Zorilla, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC. On a reçu un message très fort de soutien de la part du gouverneur militaire et du vice-gouverneur. Ils veulent que les actions humanitaires continuent. Ils veulent qu'on puisse continuer à opérer dans la province. On a expliqué que nous, on opère d'après le principe d'humanité et de neutralité, d'impartialité. On n'est pas alliés des militaires, mais on comprend que les opérations militaires en cours risquent de provoquer des nouvelles situations humanitaires, et on a demandé à ce que ces situations soient minimisées pour la population et qu'on puisse continuer à faire notre travail. On a reçu des assurances dans ce sens. Faisant d'une pierre deux coups, M. Diego Zorilla a brossé la situation humanitaire qui reste catastrophique dans tous les territoires de la province. Il espère cependant que les choses pourraient s'améliorer avec le rétablissement de la sécurité notamment. Nous avons dans tous les territoires, vous avez à Beni des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées à cause des affrontements armés depuis le début de l'année. Nous espérons qu'avec une amélioration de la situation de sécurité, ce n'est pas normal que la situation humanitaire puisse s'améliorer. Ce n'est pas normal qu'on parle d'insécurité alimentaire dans un pays qui est aussi fertile comme le Congo. Nous devons vraiment tous œuvrer pour la paix, de façon à ce que le développement puisse s'installer et que les humanitaires n'ont plus besoin d'assistance humanitaire. On rentre à Kinshasa où va se tenir dans le jour à venir la conférence internationale sur la problématique des droits à l'emploi de la personne vivant avec handicap. La FENAPACO plaide pour la réussite de ces assises. Elle a déposé un mémo auprès du rapporteur du Sénat, nous dit Sandra Nyangitabou. La situation de la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo, la tenue prochaine de la conférence internationale sur la problématique de droit à l'emploi de la personne vivant avec handicap et l'examen par le Sénat de la proposition de loi portant protection et promotion de la PVH déjà adoptée à l'Assemblée nationale. Ce sont là en quelques lignes l'essentiel du mémorandum qui a été déposé sur la table du rapporteur du Sénat, Michel Kanyimbu, par le coordonnateur de la Fédération nationale des associations de PVH du Congo, Patrick Pindou, à la tête d'une forte délégation.
La FENAFACO a plaidé pour que le gouvernement congolais s'implique pour la réussite de ce grand messe des personnes vivant avec handicap qui réunira en République démocratique du Congo dans les prochains jours les 10 pays d'Afrique centrale. Nous sommes venus aussi solliciter le soutien des rapporteurs du Sénat pour pouvoir accompagner les personnes vivant avec handicap à la réussite de l'organisation de cette deuxième conférence internationale sur les droits d'emploi en Afrique centrale, pour que les invités qui viendront sentent vraiment que non, les gouvernements congolais, les parlements congolais et les autres institutions se sont engagés pour la réussite de ces grands événements de notre sous-région, mais qui sera organisée en RDC. La délégation est ressortie de cette audience leur accordée par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement avec satisfaction, vu la spontanéité avec laquelle Michel Kanyimbu leur a ouvert ses portes. Il leur a promis de faire entendre leur voix dans toutes les institutions de la République. Un diplôme d'honneur lui a été décerné avec le titre d'ambassadeur de personnes vivant avec handicap. Coopération RDC-Union européenne dans le secteur de la sécurité, c'est la raison du forum de haut niveau sur le programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. Les assises se tiennent au Collège de hautes études stratégiques et de défense Georges Frédéric Nzibou, Mireille Ndeke et Thierry Nzazi. L'accompagnement de l'Union européenne dans la réforme de l'armée congolaise n'est plus à démontrer. Ce programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet défense, progresse, fait suite à la mission européenne ESSEC dans la réforme de l'armée en 2015. En 2021, Progress vient de se démarquer par une gestion des ressources humaines planifiée, des effectifs et des emplois. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a lancé ces forums de haut niveau en ces moments importants où l'état de siège est appliqué dans l'Est. Je sollicite auprès de l'Union européenne de soutien au FARDC en ce moment particulier de l'état de siège où toute la nation attend la délivrance des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par son armée. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a réitéré son engagement à s'impliquer inlassablement à travers ce programme à la recherche de la paix. Il ne faut pas que ceux qui ont commis des crimes se retrouvent sous l'uniforme face à ceux et celles qui ont été les victimes. Sans justice pour toutes les victimes de ces conflits depuis 25 ans, pour les femmes qui ont été violées, pour les enfants qui sont devenus orphelins, qui ont parfois été aussi également tués. Sans justice, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et sans justice, on ne peut pas retrouver la paix. Les experts du Progress ont par la même occasion procédé à une présentation détaillée du dit programme axé beaucoup plus sur l'amélioration de la gestion administrative des effectifs au sein des forces armées, et ce grâce aux outils techniques qui permettront la base d'une gestion planifiée à court, moyen et long terme des recrutements, de formation d'être posés. Soutien total aux forces armées de la République et à l'état de siège. Population et combattants de l'UDPS ont marché dans la ville de Matadi, c'est dans le Congo central, le 17 mai dernier, signe de soutien et d'encouragement à nos vaillants soldats. Tous unis comme un seul homme, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien de tout un peuple. Le lundi 17 mai dernier, la population de Matadi s'est jointe aux combattants de l'UDPS et des partis alliés pour soutenir les forces loyalistes engagées au front des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette marche de soutien initiée par Dominique Odiambete, président fédéral de l'UDPS Matadi, s'inscrit dans le cadre des actions de soutien de l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons et nous encourageons nos éléments de FARDC qui sont au front. En ce moment, ils sont en train de récolter des succès, des victoires partout où ils sont en train de se battre. Alors nous, en tant que population, nous sommes derrière eux, nous sommes en train de leur témoigner notre soutien total. À leur passage, on pouvait entendre des chants et des slogans en l'honneur des FARDC et du commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Une façon pour eux de se réconcilier avec les armées.
Quand le peuple se ligue derrière son chef de l'État et son armée, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. Dans cette communion d'esprit et de cœur, la victoire est certaine. À peine installé, le président fédéral de l'IDPS, Dominique Odiambete, démontre sa capacité de mobilisation et prouve que les autorités nationales du parti ne se sont pas trompées sur sa personne. Crise institutionnelle entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif de cette province de la Chopo. L'Assemblée provinciale avait destitué le gouverneur et celui-ci refuse de démissionner. Le climat politique est morose à Kisangani depuis plusieurs jours. À l'origine de ce mauvais temps, le gouverneur Louis-Marie Walé Lufungula a été destitué par une motion de censure initiée contre son gouvernement pour mauvaise gestion par l'Assemblée provinciale et en réponse à un refus de démissionner de l'autorité déchue. Dans le fait, 17 députés sur le 28 qui compte l'Assemblée provinciale de la Chopo avaient voté pour cette motion. Un exercice pourtant démocratique prévu par la Constitution et les textes réglementaires de la République soutiennent les élus provinciaux de la Chopo. Lorsque l'Assemblée provinciale vote une motion de censure contre le gouvernement provincial, ce gouvernement est réputé démissionnaire et le gouverneur présente dans le 24 sa démission auprès du président de la République. Et par rapport à cette réunion d'aujourd'hui, je pense que la conclusion est telle que la loi, la Constitution de la République et d'autres lois subséquentes de la République du pays doivent être observées en la matière. Cette situation est désormais sur la table du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Face à ces caucus de députés que conduisait le président Gilbert Bokungu, maître Daniel Aselo Okitowakoy priorise une démarche dans le sens du maintien de la paix, de l'ordre des institutions provinciales, de la restauration de l'autorité de l'État et le respect des principes de loi sur cette question. Démarche qui devrait aboutir à un retour à la normale de la situation politique, non seulement dans la province, mais de toutes les 26 provinces de la RDC, surtout celles où les exécutifs et les assemblées provinciales se déchirent. La première dame de la République, vous le savez, a accompagné son cher époux, le président de la République, en mission à Paris, en France. Sur place, Denise Nyakeru Tshisekedi a mis à profit son séjour pour visiter les boursiers de l'Excellencia à Paris. Naïcha Kayala. Se trouvant à Paris en France, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a rencontré les boursiers d'Excellencia. Ce programme de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, qui sélectionne chaque année les meilleurs d'entre les lauréats de l'examen d'État à travers bien sûr un concours, offre de toute évidence des meilleures conditions d'apprentissage et de formation à la jeunesse congolaise, embrassant les cultures. Ceux-ci sont partis de l'aéroport d'Ndjili il y a un peu plus de 9 mois. Ils se sont très bien adaptés et font partie des 114 boursiers de la première édition d'Excellencia. Inscrits dans différentes universités disséminées sur le sol français, 7 sur 10 ont pu être physiquement présents à cette rencontre de retrouvailles avec la présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la bienfaitrice, alors que 3 se sont excusés parce qu'en pleine session. Le moment était également propice pour Denise Nyakeru Tshisekedi d'échanger avec Béatrice Kayat, directeur général des Campus France, cette structure qui a facilité l'arrivée des boursiers congolais dans les universités françaises. Entre les deux personnalités, le bilan du partenariat entre Campus France et Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a été fait. À l'occasion, la directeure générale de Campus France a fait beaucoup d'éloges aux boursiers congolais et a rassuré de l'accompagnement de Campus France aux lauréats qui sont sur le point de rejoindre l'Hexagone, toujours dans le cadre du programme Excellencia 2e édition. Merci Edith Chala Katala. Des violences, il en existe de plusieurs formes et même au sein de l'Église. La ministre du Genre vient de mettre en place une structure pour lutter contre les violences faites à la femme dans l'Église. Cette structure se nomme les Hommes Champions de la Justice en République démocratique du Congo.
À travers cette campagne de sensibilisation, les leaders religieux disent non aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Ils s'engagent à soutenir la femme pour que les acteurs de la violence subissent la rigueur de la loi, car même la Bible, dans le livre de Jérémie 22, 5 à 1, interdit la violence et aussi la maltraitance des orphelins et veuves. Voilà pourquoi les hommes ne doivent pas rester muets face aux inégalités. L'ECC se mobilise pour lutter contre toute forme de violence avec les 10 hommes champions qu'il a choisis pour relever le défi afin de modifier les normes et les comportements liés à la masculinité qui déshumanise la femme et la jeune fille. Les hommes ont démontré qu'ils peuvent aussi contribuer à la lutte contre la violence faite à la femme. L'Église du Christ au Congo puisse commencer une plateforme spécialement des hommes qui vont lutter contre la violence faite à la femme. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, félicite l'ECC pour cette initiative louable de la théologie de libération qui vise la promotion de la justice du genre. Je suis convaincue que son action au sein de la communauté contribuera à changer la mentalité et à faire comprendre à ceux qui ne le savent pas encore que la justice du genre est le chemin vers un Congo plus égalitaire au sein duquel l'exclusion, l'injustice et les discriminations seront éradiquées. L'activité s'est clôturée par la présentation et la prière de champions, notant que une série d'activités de sensibilisation à l'ECC et d'autres communautés est prévue dans le tout prochain. Le ministre du Commerce extérieur a répondu aux préoccupations des journalistes de l'Union des journalistes francophones sur les contours et les enjeux de la libre-échange continentale africaine. La Banque africaine de développement a, elle, réitéré auprès du ministre de la Pêche et l'Élevage sa volonté de poursuivre avec les financements de projets en République démocratique du Congo. Edith Chala nous fait les résumés de toutes ces activités. Les journalistes membres de l'Union de la presse francophone, UPF en sigle, section RDC, étaient chez le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, pour un échange à bâton rompu sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Les craintes de perte de recettes douanières par la République ont été dissipées par le ministre. Cette zone ne profitera-t-elle pas qu'aux pays ayant atteint un niveau de développement avancé? Y a-t-il possibilité pour que même les pays les moins avancés en général et la République démocratique du Congo en particulier en tirent également profit? Telles sont les questions que la plupart de nos compatriotes se posent et pour lesquelles, en tant que gouvernement, nous avons les devoirs de porter des politiques publiques à même d'inverser les tendances et de rassurer tout le monde. C'est une journée d'information qui permet à tous de comprendre comment commercer équitablement dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. À la pêche et élevage, le ministre Adrien Bokele a passé en revue le projet LIF2 avec le bailleur de fonds qui n'est autre que la Banque africaine de développement BAD. Le ministre de la pêche et élevage, Adrien Bokele, qui a des objectifs clairs du gouvernement, entend mettre tout à son profit pour les atteindre. Pour ce faire, il capitalise toutes les opportunités. La phase 2 de ce projet étant arrivée à terme, les échanges entre Kwasi Akpo, Donatien, représentant résident de la Banque africaine de développement, et Adrien Bokele, ministre congolais de la pêche et élevage, se sont concentrés sur la troisième phase du projet. Le ministre des Hydrocarbures présente sa déception suite au dysfonctionnement des entreprises pétrolières dans la province du Haut-Katanga et promet une mission d'audit dans ces secteurs pour la conformité de ces entreprises pétrolières. Il était à Kasumbalesa dans le cadre d'une mission officielle pour les états des lieux d'approvisionnement en carburant dans la partie sud et centre du pays. Le dysfonctionnement dans le processus de contrôle et vérification de camions-citernes, le non-respect de normes de contrôle, l'inadaptation aux méthodes de contrôle de produits pétroliers importés, les manques de certificats de conformité des engins, la prolifération des entreprises pétrolières qui exercent dans l'informel, l'absence d'analyse qualitative de produits pétroliers, la faiblesse déclarative douanière, voilà le tableau sombre constaté ce mercredi 19 mai par le ministre des Hydrocarbures,
Didier Boudimboutouanga lors de sa mission officielle sur les états des lieux de son secteur au poste frontalier de Kasumbalesa. De la DGDA en passant par l'OCC et la DGRAD, le ministre des Hydrocarbures est déçu par les dysfonctionnements qui lui a poussé à programmer dans le tout prochain jour un audit pour redresser la réglementation, la conformité et exigences des entreprises pétrolières œuvrant dans la partie sud de la RDC. Avant de regagner Kinshasa, Didier Boudimbu a échangé avec la FEC après avoir visité les entrepôts opérant localement dans ces secteurs. On est parti voir le point d'entrée des produits pétroliers qui est Kasumbalesa. Le contrôle se fait par moment dans certaines entreprises privées qui ont des laboratoires propres à eux. Et en rentrant à Kinshasa, je vais faire une note à mon collègue du commerce extérieur pour qu'on puisse régler cette histoire rapidement. Parce que beaucoup de produits pétroliers se plaignent et ne veulent même plus payer cette taxe de $11 parce qu'ils estiment qu'ils le payent pour rien. Et sur place, nous avons eu le même constat. C'est vraiment un constat amer. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons revoir par rapport à ça. Pour le ministre des Hydrocarbures, au terme de sa mission, les efforts à fournir sont encore énormes. Et pendant ce temps, ici à Kinshasa, les négociations sont en cours pour que l'État congolais récupère ses actions au sein de Equity BCDC. Dans le jour à venir déjà, un acte de partenariat sera signé entre les deux parties sous le leadership du ministre du portefeuille, Adel Kainda, qui a également reçu le comité de Kanoa Coopers SA. Le résumé de ces deux activités avec Angèle Mabialalando. Kanoa Copper, qui œuvre dans l'exploitation minière au Lualaba, rencontre des difficultés dans son fonctionnement. Son comité de gestion a frappé à la porte du ministre d'État en charge du portefeuille pour demander son appui dans l'exécution des différents projets. La princesse Adel Kainda Maïna a exhorté Kanoa Copper à investir dans le social et les infrastructures pour le bien-être des communautés des Lualaba où cette firme évolue. Notre deuxième objectif, en plus de présenter les félicitations à Madame la ministre, c'était d'établir un pont compte tenu du soutien important dont Kanoa Copper va avoir besoin en matière d'accompagnement dans l'exécution du projet. Madame la ministre nous a fait l'honneur de nous écouter attentivement et elle s'est engagée à accompagner ce projet, mais elle attend du projet Kanoa Copper de travailler sur des objectifs qu'elle aimerait elle-même constater, mais pas n'importe quels objectifs, les meilleurs objectifs possibles. Avant la fusion d'Equity et de BCDC, le gouvernement congolais avait 25% des parts et 6 administrateurs. Après la fusion, notre gouvernement ne dispose plus que de 15% d'actions et un seul administrateur. En tant qu'actionnaire de l'État congolais, le numéro 1 du portefeuille a pris l'engagement d'ouvrir des négociations pour que l'État récupère ses parts et qu'il y ait au moins 2 voire 4 administrateurs. Les parties concernées ont reçu l'ordre d'étudier minutieusement ce dossier afin de signer le pacte d'actionnariat dans les prochains jours. La radio-télévision nationale congolaise disposée à accompagner les actions visant à promouvoir les sports en République démocratique du Congo. Son directeur général en a fait part au ministre des Sports, Serge Tchembo-Kondé, qui bien avant était avec les membres de la Fédération nationale de judo, nous dit Cédric Kenina. Une visite de courtoisie qui traduit de l'estime. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, reçu par le ministre des Sports, Serge Tchembo-Kondé, a au-delà d'un simple contact promis au patron des sports congolais l'accompagnement de ces médias publics dont l'émission lui a signé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. J'ai profité de cette occasion pour venir d'abord lui présenter les civilités. Je l'ai fait et de son côté, et ne pas rester muet, il s'est délié, il a demandé l'accompagnement de la RTNC, puisque sans RTNC, son ministère n'aura jamais sa raison d'être. Et c'est ainsi que moi, à ma qualité de directeur général de la RTNC, je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire. Rafler plus de médailles et hisser beaucoup plus haut les couleurs nationales, c'est la mission assignée aux représentants de la RDC au championnat d'Afrique de judo qui va se dérouler à Dakar au Sénégal. Le ministre de Sport Serge Tchembo-Kondé y tient et met tout en œuvre pour y parvenir. Les patrons de sport en RDC étaient avec les membres de la Fédération de judo du Congo, la FENACOJU, et le gros des échanges a porté sur la participation de la Congolaise Marie Francel.
Ces rendez-vous sportifs à l'échelle africaine, la 42e édition, va se dérouler à Diamniadio Dakar Arena et va accueillir plusieurs sportifs de haut niveau, dont certains se préparent pour les Jeux olympiques. Le Fonds pour la réparation des victimes des crimes internationaux commis dans le Nord et le Sud Kivu va travailler en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Une délégation de la CPI, section RDC, et une délégation de ces fonds ont rencontré aujourd'hui les vice-ministres des Affaires étrangères Sami Adoubango, Edith Chala et Henri Amouri. Au-delà d'une visite de présentation des civilités, cette rencontre avec la délégation du Fonds pour les victimes RD congolaise à la CPI a eu tout son sens. Madame Kizita a d'entrée de jeu félicité les duos Lutundula Adoubango pour leur nomination à la tête de ce grand ministère qui a la charge de vendre l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger. La séance de travail a tourné également autour de la modalité de coopération entre le Fonds, la CPI et le gouvernement congolais. Madame Kizita a fait un bref aperçu des activités menées par son institution dans le Nord et le Sud Kivu. Plus de 250 000 victimes directes et indirectes ayant subi le préjudice sont prises en charge par ce fonds et cela s'est fait de manière physique, psychologique et une réhabilitation socio-économique. Par rapport à nos attentes avec le ministère, c'est vraiment une bonne collaboration pour leur donner des informations par rapport à nos activités, les impacts sur le terrain, surtout par rapport à notre mandat d'assistance, mais aussi notre mandat de réparation pour qu'ils savent que après la condamnation de ces messieurs qui ont été trouvés coupables de différents crimes, il y a les victimes qui sont reconnues et il y a les victimes qui bénéficient déjà des réparations parce qu'elles ont subi des préjudices, des crimes sur la compétence de la Cour. Prêtant une oreille attentive, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, a au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, remercié la délégation et a insisté sur une franche collaboration. Il a sollicité la mise en place d'un monitoring national de suivi pour évaluer l'efficacité de la prise en charge des victimes par le fonds. Patrick Tibouyi, représentant de la CPI en RDC, a pris part à cette séance de travail au ministère des Affaires étrangères. Les confessions religieuses, et les dit en l'ouverture de ce journal, sont une des droits composantes au même titre que les organisations féminines de droits des femmes, l'éducation civique et électorale, toutes faisant partie de la société civile pour diriger la CENI. La présidence de la CENI n'est pas l'apanage de seules les confessions religieuses. Aujourd'hui, les organisations féminines se lancent en campagne pour revendiquer le quota des femmes à la présidence de cette institution d'appui à la démocratie. Elles ont fait un mémo à l'endroit des instances du pays pour faire entendre leur voix. Rodé Panda. La présidence de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et l'organisation des élections libres et transparentes en RDC n'est pas l'apanage de seules les confessions religieuses, qui, du reste, est une des trois composantes de la société civile, partenaire du gouvernement pour la gestion du processus électoral, à savoir les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits des femmes et l'organisation de l'éducation civique et électorale. La Constitution et différents textes sur la CENI les précise clairement. Dans cette logique, les organisations féminines et les droits des femmes, une des principales composantes. Au regard des échecs enregistrés avec la gestion de deux précédentes échéances électorales, ces femmes lèvent le ton et revendiquent la présidence de la CENI. Le mouvement citoyen Képi Blanc de la composante société civile prend cette initiative et compte fédérer toutes les voix de la communauté nationale à y adhérer. Ces femmes très engagées, confiantes et rassurées, affirment avoir des qualités et compétences pour faire mieux que les hommes. Les hommes genrés n'hésitent pas un seul instant des capacités et de la sagesse de la femme. Voici le contenu de leur mémorandum des revendications dont la destination finale est réservée au Parlement, au président de la République, à la CENI et autres instances du pays. Face aux faiblesses et limites manifestes de la composante confession religieuse, le mouvement citoyen Képi Blanc propose que dès maintenant, la présidence de la CENI revienne à l'organisation de la défense des droits de la femme. Le mouvement Képi Blanc croit que la présence de la femme à la tête de la CENI
aidera à organiser autrement les élections en RDC et à faire révolutionner positivement le système électoral. Demande aux Congolais et Congolaises et aux illustres élus du peuple de faire en sorte que pour la seule institution dite CENI, que la femme occupe la présidence pour bénéficier au peuple congolais de la sagesse dans la gestion. La première expérience de processus d'accompagnement de 50 jeunes entrepreneurs, l'Office des petites et moyennes entreprises du Congo a remis officiellement les attestations pour ceux qui ont fini cette formation sur l'entrepreneuriat. Chimène Dondo. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de Petites et Moyennes Entreprises, à travers son programme d'action 2021-2023, a fait connaître son engagement ferme à promouvoir l'entrepreneuriat, particulièrement de jeunes, à travers le pilier 14 sur l'autonomisation de la femme. La promotion de la jeunesse et autres personnes vulnérables qui prévoit notamment de recenser, multiplier et accompagner des incubateurs en vue de favoriser la création des entreprises de jeunes. Le DIRCAB de Petites et Moyennes Entreprises, représentant le ministre de tutelle, a donné les explications. Le gouvernement a mis en place une trilogie d'appui aux PME. La première trilogie, nous venons de la vivre. L'OPEC a produit du bon travail. Nos jeunes devenir de véritables entrepreneurs et ils s'expriment en manager. Nous sommes sortis contents. Dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises congolaises développe un programme d'accompagnement de jeunes à l'entrepreneuriat visant à susciter le vocation entrepreneuriale chez les jeunes. Le président de la République a fixé les caps. Il veut que nous puissions avoir des millionnaires congolais. Et donc pour avoir les millionnaires congolais, l'OPEC a développé ce programme de sensibilisation et d'accompagnement de jeunes à l'entrepreneuriat. Ces jeunes ont besoin de mentorat, du capital, d'amorçage, de la formation continue pour créer des opportunités d'emploi pour de millions de Congolais. La remise des attestations a sanctionné cette cérémonie. La République démocratique du Congo doit disposer d'un cadre juridique approprié en matière du numérique. Pendant 5 jours, les experts de ce secteur du numérique réfléchissent avec les juristes pour mettre en place ce cadre justement juridique. Patience Mboyo et Séverine Katanda nous en parlent. Cet atelier sur les codes numériques a rassemblé les experts juristes comme ceux du numérique et d'autres participants pour préparer et doter la République démocratique du Congo d'un cadre juridique approprié dans le secteur du numérique. Pendant 5 jours, les participants vont réfléchir autour des thématiques telles que les commerces électroniques, la cybercriminalité et la cybersécurité de réseaux sociaux et services de communication électronique. L'issue de ce travail permettra d'octroyer au pays un instrument de référence censé de transformer son économie, sa gouvernance, mais aussi son administration. En fait, ce travail, c'est une proposition de loi qui a un examen au Parlement et nous sommes en train d'examiner les amendements en rapport avec cette proposition de loi pour que ça soit vraiment conforme à ce qui doit être. Cet atelier sert à tropicaliser la proposition de loi proposée par Maître Tony Mwaba. Nous essayons de contextualiser ce qu'il avait fait comme proposition et l'adapter aux différentes réalités nationales. Donc nous voulons avoir écho du numérique qui répond aux réalités congolaises. Ce texte, une fois amendé, sera retourné au Parlement pour examen afin de le rendre fluide, capable d'améliorer le mode de gouvernance, mais surtout sécuriser la gestion de services du pays. Madame, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe qui a participé pour la réussite de cette édition d'information de Cédric Kenina, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain avec le même plaisir. Bonsoir et à très bientôt.